הוא מגיע עוד דקה. זה טוב. Ah, mais je vois des gens que je connais. Bonsoir. Incroyable. Yacine, je crois qu'il y a Manu qui est là. צירפתי אותו, הוא איתנו. Ok. את עושה את האינטרו? אני רואה שאבי לא פה, אבל... Oh. אני שמחתי על אבי. Bonsoir tout le monde, on va commencer dans quelques minutes. On attend Avi. Et s'il n'est pas là, on boucle. s'il n'est pas là, Yasmine, je te laisse. נשאל אותו. בואו נראה. Non. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va commencer. Hein. Bon, bonsoir à tous. Donc, nous sommes ravis d'avoir aujourd'hui Manu Cohen dans le cadre de notre émission Israël sans dit chez vous. Et voilà, Manu a fait son aliyah depuis Pavillon-sous-Bois. Il a un parcours assez exceptionnel, assez particulier. Et voilà, donc je laisse Yossi présenter Manu parce qu'il le connaît mieux que moi. Et voilà. Bonne soirée à toi aussi. Et Manu. Merci Yasmine. Yasmine, tu m'as mis en... Tu nous as mis en truc là? Ok. Parce que, alors, attends, je vois pas bien Manu. Et j'aimerais le voir bien. Je suis là, je suis là. Salut Manu. Salut aussi. Ça va? Bonsoir à tous. Alors, ok. Ce soir, donc on va vous présenter Manu. Alors, Yasmine, elle a dit qu'il a un parcours exceptionnel. La personne aussi, au-delà du parcours, la personne en elle-même, Manu, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Alors, il y a parmi nous ce soir des personnes qui sont en Israël et qui, du coup, savent de qui on parle parce que depuis quelques mois, Manu est sur tous les plateaux de télé, etc. Et il y a certaines personnes qui sont en France et qui ne savent pas exactement qui est Manu. Donc, avec ta permission, Manu,
j'ai fait un petit film d'une minute, moins d'une minute, qui permet de voir un peu le parcours. Hop, alors 2 secondes. Toujours la technique. Hop. Parfait. 2 secondes. Écran partagé. Manu. Vous voyez bien mon écran là? Ouais. Tu vois bien ça, Manu? Eh bien, c'est parti. קבלו בבקשה את החתן. Donc, à partir de là, le mec commence à se prendre pour une star. Il prend des photos de star. Il met des lunettes de star. Et puis, du coup, comme il se prend pour une star, il est invité sur tous les plateaux de télé. גלית ואילנית, חזרנו, אנחנו עם מי שללא... קבלו את מנו כהן. מנו כהן. הנה, הצלחתי לעשות תיקון, מה העניינים? בסדר. Et du coup, les paparazzis se mettent à le prendre en photo quand il mange, quand il se promène. C'est devenu n'importe quoi. Et le Graal. Manu est dans la plus grande émission satirique d'Israël. Ils lui ont fait un personnage. סטטה. ערב טוב, מנו וניצן. Donc, pour ceux qui découvrent Manu, donc Manu, c'est un peu ça. Et Manu, tes premières réactions sur ce petit clip, est-ce que ça correspond bien à ce que t'es, en fait? Oui, parfaitement. Ça me résume tout à fait. Non, mais la vérité, c'est que ça fait quelque chose de voir ces images. Ça fait un moment que ça a été diffusé. J'avais oublié tout. Ça passe tellement vite. Mais j'imagine que ça résume une grande partie de ma dernière année en Israël. Alors, pour ceux qui connaissent pas cette émission, tu peux, en 2 ou 3 mots, expliquer le principe? Ouais, c'est l'équivalent dans France, dans le monde, il y a cette émission qui s'appelle Marié au premier regard, où des célibataires se rencontrent pour la première fois et ils se marient pour de faux, évidemment, et puis ils doivent vivre ensemble et puis découvrir est-ce que le couple va fonctionner ou pas. Et en Israël, c'est une émission qui est très populaire parce que c'est beaucoup moins... c'est un peu l'opposé, il se différencie du Big Brother ou de, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, le Loft, ou je ne sais rien, parce qu'ils choisissent de faire ça de façon assez documentaire et moins sensationnelle. Et donc, du coup, les gens s'identifient très fortement aux personnages, au caractère, enfin aux humains, en vérité, une personne qui joue un rôle. Et ils projettent un petit peu tous leurs problèmes de couple et tout ce qu'ils aiment dans leur couple sur les différents couples qu'ils voient à l'écran. Et c'est une expérience un peu extraordinaire, je dois dire. Très dur, Ouais, très dur, mais extraordinaire. c'est intéressant parce qu'en fait, effectivement, cette émission, elle existe en France. Mais en France, alors, j'ai pas les chiffres, hein, mais tout le monde s'en fout, en fait. Et c'est vrai que moi, j'étais assez impressionné. Cet été, j'étais avec toi en Israël. On est allé manger un houmous ensemble à Yafo. Et en fait, c'était impossible de manger ensemble parce que tout le monde venait le voir. Il y avait des dames. J'étais une petite anecdote. Il y a une dame qui est venue à notre table. Elle devait avoir 70 ans et elle a parlé à Manu comme si c'était son petit-fils, quoi. Elle lui a dit plein de choses très gentilles et tout. Et en fait, je crois, un peu comme tout en Israël, le pays est petit, très famille, et du coup, t'appartiens très vite à tout le monde, quoi. Enfin, moi, quand je me promène avec toi, quand je me suis promené avec toi ce mois d'août, j'avais l'impression que tu étais le frère, le grand frère,
le petit-fils de tous les gens que tu croisais. Ouais. C'est quelque chose que tu vis, quoi? C'est vrai, comme je disais, à part ça, en Israël, contrairement en France, c'est l'émission la plus regardée. Ouais, voilà, Donc, c'est ça. peut-être que d'un point de vue du rating, c'est comme si tu passais aux infos tous les soirs, enfin 3 fois par semaine. Donc, et tu vis vraiment avec les gens, ça a duré 4 mois. Donc, toi, quand tu es arrivé, c'était le tout début, c'est rien à côté de ce que j'ai vécu les 3 mois qui ont suivi. Ok. C'était Alors, plus possible de se promener dans la rue. avant de continuer la discussion, parce qu'en fait, moi, je vois ça un peu comme une discussion. Là, je vous ai montré le Manu Star, mais moi, le Manu que je connais, c'est l'opposé d'une star, en fait. Je crois que c'est le mec qui a le moins d'ego que je connaisse. Alors oui, hein, c'est quelqu'un de successful, de sociable, de sympa et tout ça, mais je crois que c'est une des personnes les plus simples que je connaisse. Et pour ça, je vais encore partager un petit truc qui va mettre en exergue ce que je vous raconte. Vous allez voir que je raconte pas du pipeau. Alors, hop, 2 secondes. Donc, je vous partage mon écran encore une fois. Et le pitch, c'est que donc là, Manu est en lune de miel aux Seychelles avec, son, avec son épouse de de l'émission. Donc c'est filmé, ils sont dans la plus belle suite du plus bel hôtel des Seychelles. Manu est en lune de miel avec une fille qui est extraordinaire. Avec, enfin, tout est magnifique et Manu est plutôt beau gosse, donc on s'attend à ce que, enfin, moi, je m'attends à le voir enlever son t-shirt, plonger dans la piscine et là, on va voir Manu. Et comme vous et comme moi, il a froid en fait. Il joue pas le beau gosse, il a juste froid. Et donc, euh, C'est une scène amusante. pour moi, ça représente exactement Manu. Il sait qu'il est filmé, il sait qu'il va passer à la télé dans les postes de plein d'Israéliens le soir même. Il s'en fout, il a froid. Et donc, voilà, j'avais envie que ce soir, on soit avec ce Manu-là, quoi, le Manu que je connais, qui est très, enfin, qui est très simple. Et j'avais envie de te poser la question. Euh, ok, tu vas changer, genre, maintenant que tu es une star? Mais c'est terminé, hein. Ah, Je suis retourné à ma vie normale. Aujourd'hui, j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Je travaille pour une start-up. C'est ma priorité, c'est mon avenir. La télé, c'est sympa. On m'a proposé de faire des pubs pour des yaourts. Que j'ai refusé, évidemment, parce que je pensais que c'est un yaourt qui s'appelle Olala et que j'ai l'impression qu'ils voulaient juste se foutre de la gueule des Français. Et je préférais ne pas participer à renforcer les clichés, mais la vérité, c'est que c'est comme ça vient, ça repart, c'est de la télé-réalité. Je ne suis pas un acteur, je ne suis pas un artiste. J'ai rien fait pour mériter une notoriété qui soit autre que temporaire, pardon. Donc voilà, l'émission est finie. On revient à la routine. Et puis heureusement qu'on a la routine. La routine m'a sauvé pendant l'émission d'ailleurs, parce que si j'avais pas eu mon travail et mes endroits où je peux me concentrer, avoir un peu de silence, euh, toute cette pagaille, elle aurait été beaucoup plus dure à traverser. Et donc là, en fait, je reviens juste à mon mode de vie que j'avais avant l'émission. et Manu, pour te connaître un peu mieux, ok, tu viens d'où? Comment tu t'es retrouvé en Israël? Alors, je peux donner quelques mots-clés comme ça. Pavillon sous bois, tu viens d'un foyer assez religieux, si je ne me trompe pas, Bnei Akiva, tout ça. Mais vas-y, j'aimerais bien t'entendre un petit peu là-dessus. Je te le fais en 2-2. Ouais?
Voilà, j'ai grandi à Pavillon-sous-Bois, j'ai étudié à l'école Alliance. Ma mère était la directrice de l'école Alliance, est la directrice, non, était la directrice de l'école Alliance des Pavillons-sous-Bois. Mon père était prof de français dans l'école des Pavillons-sous-Bois, dans l'Alliance des Pavillons-sous-Bois. J'ai 5 sœurs et un frère. À 18 ans, j'ai quitté ma province, je suis arrivé en Israël avec Yossi dans un groupe du Bnei Akiva. On a travaillé un peu au kibbutz, ensuite l'armée. Nahal, c'est une unité comment tu dis, de combattants, j'imagine. Après ça, j'ai fait ma licence à l'Université de Jérusalem en économie et en communication. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise en communication à l'Université de Tel Aviv. J'ai écrit une thèse ou un mémoire en France, je pense que ça s'appelle un mémoire, sur l'antisémitisme et l'islamophobie dans les talk shows français. J'ai analysé Salut les Terriens avec Ardisson. C'était fascinant. Pendant ce temps-là, j'ai fait des petits boulots comme tout le monde. Je travaillais dans des magasins, des choses comme ça. Je travaillais aussi dans une banque, mais c'était insupportable. Et puis, je suis rentré dans la high-tech à 27 ans. Alors attends, moi, il y a des petits points là qui m'intéressent. Pavillon sous bois dans l'école, dans le lycée dans lequel ta maman est directrice, ton père est prof de français, ok. Et puis, tu es passé très très vite, 18 ans, donc tu passes le bac, tu pars en Israël. J'ai pas envie de te demander pourquoi tu es parti en Israël, j'ai envie de te poser la question, ok, quand on part à 18, parce que ça me paraît, avec le recul, en fait, je me pose la question, quand on part à 18 ans, on fuit quoi? On quitte quoi? Je pense que dans mon cas, moi précis, j'ai grandi dans une école, j'ai joué dans une école, j'ai fait ma bar mitzvah au réfectoire de l'école, j'allais à la synagogue, dans la synagogue de l'école, j'étais chazan là-bas, mes amis, je jouais le Shabbat, j'allais pas jouer au stade, j'avais un terrain de basket dans mon jardin, donc je jouais dans l'école. Toute ma vie était concentrée dans ce kilomètre, dans ces quelques kilomètres carrés où je ne sais pas exactement comment on mesure ça, qui était l'école de Pavillon-sous-Bois. Et j'avais une famille, grâce à Dieu, 7 enfants. Et je pense qu'à 18 ans, c'était surtout c'était moins une fuite qu'un besoin de liberté. Je pense que j'avais besoin de m'échapper de ces murs, pas que j'avais un mauvais ressenti ou quoi que ce soit. J'étais grâce à Dieu, j'avais des amis, j'avais une enfance, enfin une adolescence assez accomplie, assez heureuse, mais je voulais voir ce que ça fait de pouvoir se promener où on veut, quand on veut, sans mur autour de soi. Et j'ai toujours eu quelque chose en Israël. Israël m'a toujours attiré de beaucoup de points de vue, et soit par sionisme, par curiosité, parce que je trouvais que c'était un beau pays. Et puis c'était aussi, j'avais 2 sœurs qui habitaient en Israël déjà, donc c'était plus facile pour moi de faire mon alia. Et puis j'avais mes copains du Bnei Akiva, que je connaissais à peine, mais j'avais un bon sentiment qui s'avérait juste. Et donc voilà, j'ai envie, je sais pas, dire que je suis rené, c'est un grand mot, mais j'ai découvert quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire sans barrière autour, quoi. C'était magnifique. Moi, première année en Israël, même si on était dans un kibbutz et qu'on travaillait, travaillait dans du jardinage, des trucs comme ça, pour moi, c'était merveilleux. Ok, et tu as parlé beaucoup du Shabbat, que tu étais Chazan, donc c'est toi qui faisais les prières dans la synagogue de l'école. On a compris que tu viens d'un monde assez, enfin d'un foyer assez pratiquant. J'aimerais encore montrer un petit passage, si vous me le permettez, parce que c'est intéressant. Partagé. Donc ça, c'est encore un des épisodes qui a été diffusé. Je crois que c'est un des premiers épisodes où il présente Manu à la télé en Israël. בזמן
הרגשתי שקצת התנתקתי מחלק Manu מהשורשים explique שלי, כאילו שאני פחות יציב. qu'il a besoin de la pratique religieuse pour כן, être כי en לחזור équilibre. לשמור שבת, אבל אמרתי בוא נניח תפילין שוב וננסה לראות מה זה עושה. פתאום ראיתי בזה כל כך הרבה דברים אחרים, זה עשה לי טוב, זה הרגיש לי נכון. אני אוהב את זה שכאילו אין לי באמת איזשהו משהו שמגדיר אותי. אתה יודע, אני לא דתי או חילוני, אני עובד C'est quelque chose בהייטק, אבל אני d'intéressant. לא Manu, גיק, il אני אוהב explique qu'il a du mal לעשות avec les מסיבות, étiquettes, אבל אני qu'il לא n'est ככה. pas religieux, qu'il n'est אנשים pas מאוד אוהבים לשים laïque אנשים non plus. בקטגוריות. אתה כזה, אתה כזה, ואני כאילו דווקא אוהב אנשים שהם מנסים לא להשתייך לקטגוריות. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène, Manu. C'était assez. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'ils t'ont filmé en train de prier. Et puis, ils t'ont filmé tout de suite après en soirée. Et comme souvent pendant que j'ai regardé cette émission-là, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent. Et c'est vrai que ces deux images-là, donc on te voit en train de prier et tout de suite après en soirée avec un verre d'alcool et tous tes potes, ça t'arrive à faire cohabiter ces deux mondes dans ton quotidien. Si on parle du fond, je pense que oui. Je pense qu'on peut tout à fait avoir des valeurs juives et aimer profondément tout ce qui a Le whisky. tout ce qui a un lien avec la religion, que ce soit la Bible. Je sais que je suis un fan de Tanakh, de Bible, et que j'ai un profond attachement à la religion. En même temps, je profite un peu, si tu veux, de ce que j'aime, c'est-à-dire ce qui m'apporte des valeurs ou de l'intérêt, je le prends, et ce qui m'apporte un peu de sérénité, je le prends. Et à côté de ça, j'aime aussi profiter de la vie. J'aime sortir avec mes amis, j'aime voyager. Si je dois voyager le Shabbat, je le fais, il n'y a pas de problème. J'essaye de combiner un petit peu tout. Encore une fois, si tu veux, pour nous ramener au début de la conversation, moi, les barrières, j'aime pas. L'expérience, j'aime. Et j'ai l'impression qu'à travers, on a le choix de faire ce qu'on veut. Personne, enfin, je veux dire, le fait que je mette les téfilines, ça m'oblige en rien à faire autre chose parce qu'on attend de moi d'être complètement Shomer Shabbat ou d'être complètement comme ça. Je pense qu'on peut tout à fait avoir une vie riche, voilà, travailler dans la high-tech, comme je disais. Et ça ne veut pas dire que je suis geek et que je suis toute la journée devant mon ordinateur. Étudier la Torah sans pour autant être un ultra-orthodoxe, sortir avec ses copains sans pour autant faire la fête tous les 2 jours et être dans l'excès. Tout est une question de mesure. Après, la scène, si on parle du fond, mais si on parle de la forme, cette scène spécifiquement, ça fait grincer des dents. Ah, alors pourquoi? Est-ce que tu te rends bien compte que l'image que ça donne? Ça donne l'image des Français en Israël qui sont religieux et qui à côté sortent le soir et font du bruit, etc. Et en vérité, si tu veux, moi, au début de l'émission, j'ai jamais entendu autant le mot français de ma vie en Israël. Je me suis jamais senti autant minoritaire. Tu sais, en plus, le problème, c'est que les clichés à l'égard des Français les Français sont une minorité forte. Tu comprends? Ça veut dire, comme ils disent, Eretz Nederet, la première chose que Eli Finich dit, il dit à Nia Tsarfati, Nitzan, ma compagne, il dit, je suis je suis tombé sur le seul Français qui n'a pas 2 appartements à Tel Aviv. Donc, a priori, c'est drôle. Je dis, en vrai, ça va faire rire. Mais ça ressemble un peu au cliché sur les Juifs. Ah, c'est intéressant. Donc, OK, les Français, ils ont de l'argent, donc on peut se foutre de leur gueule. Les Français, et quand ils font ce passage abrupt comme ça, du mec qui met les tefs
au mec qui fait la fête, les gens au début m'ont un peu regardé comme disent les Israéliens, Tsarfati chez la Kaitz. Tu sais, alors que j'habite ici, que je suis intégré, que mes potes sont israéliens et que je pense que les choses sont beaucoup plus subtiles. Et c'est ce qui a créé la surprise, à mon avis, et l'intérêt au fur et à mesure de l'émission. C'est-à-dire qu'ils ont vu quelque chose, ils sont tout de suite partis dans les clichés, les idées reçues. Et petit à petit, ça s'est déconstruit au cours des épisodes. Et puis on s'est rendu compte qu'au final, ces deux aspects-là, ils sont quasiment pas revenus durant le reste. Ok, Juste moi. c'est très, très intéressant. Donc, tu as ressenti qu'au début, on te considérait français et qu'ensuite, on a commencé à comprendre qu'il fallait aller voir au-delà de ça, quoi. Bien sûr, tu as montré Galit et Ilanit, c'est ces deux, la blonde et la brune. Exact. Le premier épisode, ils ont dit, ils ont parlé, enfin, la discussion autour de moi, c'était comme le français de l'été, le français de la plage. Oui, je ne sais plus, j'avais dit quelque chose que j'avais peur de ne pas lui plaire. Et il y avait une des intervenantes qui avait dit, c'est le seul mec à avoir dit qu'il avait peur de ne pas plaire à la nana et pas l'inverse. Et à Ilanit, ça dit, Baro, ou Tsarfati ou Tahman. Ça veut dire, en gros, bien sûr, c'est un français, c'est un mytho. C'est-à-dire, voilà. Donc, le Ouais. premier épisode, c'est comme ça qu'ils m'ont interprété. Le deuxième épisode, où Nitzan commence à s'intéresser à moi, alors là, c'était le français de Emily in Paris. Et Emily in Paris, c'est-à-dire le mec, le charmeur, le français, le truc, le machin. Et tu sais, alors, il a fallu attendre une demi-saison pour qu'on parle de moi comme une entité au-delà de mon appartenance, au-delà de mon accent. Ça a pris un certain temps. Ouais, et, alors juste, je rappelle pour les gens, donc Nitsan, c'est la fille qui était la compagne de Manu, donc c'est la personne qui s'est mariée avec Manu pour cette émission-là. D'ailleurs, elle va bien. Elle va bien. Elle a fait la pub pour Oh là là. Tu lui as laissé la pub. Mon Dieu, on Ok. est pas fan d'elle. On a parlé donc de pourquoi tu es monté en Israël. Donc, tu as parlé enfin, de l'importance de la religion dans ton quotidien. Tu étais dans le mouvement de jeunesse, le Bnei Akiva, qui est un mouvement de jeunesse religieux sioniste. Euh, et puis, donc, tu nous as dit que tu as fait des études, tu as fait l'armée. Ensuite, alors, moi, j'ai une petite question. Non, je la garde pour après. Tu as fait des études à l'Université hébraïque de Jérusalem de communication. Tu as fait un master à l'Université de Tel Aviv sur l'antisémitisme et l'islamophobie. Et je pense que c'est à peu près à cette époque-là que moi, je suis venu vivre à Paris et que je t'ai quitté. Et je me rappelle, j'ai une image, une des dernières soirées où on a passé la nuit à discuter. Tu étais en pleine déprime parce que tu étais vendeur chez Zara et tu n'en pouvais plus. Euh, J'aimerais bien voir, OK, de Zara, comment on arrive à rentrer dans l'high-tech en Israël quand en plus on n'est pas ingénieur, enfin, t'es pas ingénieur, tu n'es pas développeur. On entend souvent dire que effectivement pour les ingénieurs, pour les informaticiens, il y a du travail. Euh, mais toi, c'est pas ton cas, donc vas-y, j'aimerais un peu entendre ton parcours là-dessus. Ouais, Je vais te dire, je pense que j'ai eu un peu de chance en fait de m'écouter moi-même. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à Tel Aviv, tout le monde, tous mes potes francophones, la plupart, 80%, travaillaient dans le forex ou dans les options binaires ou dans ce genre de business. Et ils faisaient beaucoup, beaucoup d'argent. Ils faisaient des sommes qui aujourd'hui, enfin qu'à l'époque me semblaient astronomiques. Et me disaient viens, etc. Maintenant, je savais que c'était un domaine un peu pas complètement clair et qu'il y avait une mauvaise réputation et que je ne dormirais pas bien la nuit. Et donc,
plutôt que de me lancer d'aller vers la facilité qui aurait pu tu sais, tu peux tout à fait te trouver à l'aise et puis t'arrêtes de te battre si tu reçois un bon salaire tous les mois et que ta vie est confortable. J'ai préféré aller excusez mon langage, qui c'est qui tape? Excusez-moi. Quelqu'un qui tape à la porte. Dingue. Je vais en profiter parce que donc, du coup, vous l'avez compris aujourd'hui, Manu, il travaille dans l'high-tech en Israël. Tu es revenu rapidement. C'est Liron de l'émission. Ah, Liron, trop sympa. Ok. לירון, בוא תגיד שלום לקונגרס הציוני בצרפת. אני נותן איזה שיעור. Il Alors, était Salam, aussi dans Liron. l'émission, c'est l'un des autres mariés. voilà. Du coup, Bonjour. salut Liron. Du coup, ouais. Donc, tu as Désolé. préféré rester Voilà, donc, vendeur chez Zara. je préfère rester vendeur chez Zara, même si ça gagnait beaucoup moins. Mais au moins, ça me donnait l'envie de sortir, d'aller plus loin et d'avancer. Et un beau jour, il y a un copain à moi qui travaillait chez Wix au service client qui m'a dit, écoute, ils ont ouvert une position tu peux postuler pour être ce qu'ils appellent community manager, c'est-à-dire fonder les réseaux sociaux de la boîte en français, le blog en français. Moi, évidemment, j'ai dit, on va essayer. Donc, Wix, à l'époque, c'est une petite start-up. C'est une startup de 250 personnes. C'était quand même, Ok, c'est c'était quand même déjà une belle start-up. C'était une belle startup. Et puis surtout, ils avaient un bon nom parce que Wix, ils ont un peu apporté, tu sais, cette nouvelle génération de startup où l'employé est au centre de la vie tu sais, il y avait vraiment, ils avaient un bon nom. Ils avaient un nom d'une compagnie qui était différente des grosses boîtes de grosses comme Intel ou Microsoft ou qui sont là depuis des années, qui sont un peu plus. Donc, j'y suis allé. J'ai fait un premier entretien, deuxième entretien. Ma chance, c'était que la personne qui m'a interviewé, Caro, était Ola Hadasha, évidemment, puisqu'elle faisait le même travail en espagnol. Elle venait d'Argentine. Elle était passionnée de cinéma comme moi. Et surtout, puisqu'à l'époque aussi, je faisais à côté de mon travail, j'avais une petite émission sur le cinéma dans une radio sur Internet, donc on a parlé de cinéma. Et puis, je ne sais pas, moi, je savais à peine parler anglais, je bégayais, j'étais pétrifié, je tremblais de peur. Mais elle a trouvé elle a vu un potentiel que même moi, je ne soupçonnais pas. Et voilà. Puis après, elle m'a donné un assignment, comment tu dis, un devoir à faire à la maison pour vérifier mon niveau. J'ai regardé le devoir, je n'ai rien compris. Je suis sorti avec mes potes. Et le lendemain, j'ai travaillé jusqu'à 6h, 8h du matin. J'ai envoyé le devoir, j'ai été chez Zara. Je suis revenu. J'ai eu rendez-vous avec la directrice qui était habillée en Zara. Donc, tout de suite, évidemment, je lui ai dit « Ah, c'est la collection été-automne 2012, 199 shekels, très bon choix. » J'ai fait un peu le con. Et puis ça a marché. Puis voilà. Et puis de là, j'ai dirigé mon équipe. Et puis après, je dirigeais l'équipe en anglais. Et puis après… Après, Wix, c'est devenu une entreprise d'envergure internationale. Ouais, quand je suis rentré chez Wix, on était 250. Quand j'ai quitté Wix, on était 3500. Ok. Aujourd'hui, tu bosses plus chez Wix, mais pour une autre boîte. Tu as fait une vidéo. Alors, j'ai pris un petit passage juste pour le partager avec nous tous. עצרו רגע, תראו איזה כלב חמודה. עכשיו בואו איתי סיבוב. ברוכים הבאים לוואנמט, הסטארט-אפ הכי חם במדינה. זוז, מנו. בדיוק גייסנו כמה שקלים, אולי יהיה לנו מאץ'. מנו, אולי חלאס עם הצמר. יא רבא כבר, נמאס. Ok. J'aimerais parler 2 minutes de cette bulle de l'high-tech en Israël.
Parce que moi, je pensais être familier avec ce monde-là, parce que j'ai fait mes études au Technion, donc euh, je vivais là-dedans, je suis un peu ce qui se passe et tout ça. Mais en ce moment, et tu le sais parce qu'on en discute tous les jours presque, je suis impressionné par ce qui se passe dans ce monde-là. Pour vous donner une idée, est-ce que vous vous rappelez du premier confinement? Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était déjà il y a 1 an et demi. Moi, entre le premier confinement et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai pris 3 kilos. Et sinon, j'ai pas, enfin, rien n'a vraiment changé dans ma vie. Euh, Manu, là, la boîte dans laquelle il bosse, donc on a vu Walnut, c'est une boîte qui s'est créée lors du premier confinement. Et cette semaine, ils viennent d'annoncer qu'ils ont levé 56 millions de dollars. Et, et on a vu dans la vidéo le patron, je crois qu'il a 29 ans, enfin, ou il a 30 ans, mais comment une bande de jeunes, parce qu'en plus, c'est même pas du mytho, hein, ils bossent. Hein. Enfin, moi, j'ai vu leurs produits, c'est incroyable ce qu'ils font. Et vraiment, je suis impressionné qu'en 1 an et demi, j'aurais pu prendre 3 kilos et 56 millions de dollars. Donc, un petit mot sur ce monde-là. Alors, je vais te dire, il y a plusieurs choses. Premièrement, à l'époque de Wix, une boîte de high-tech, Wix, elle a fait si tu veux, la levée de fonds qu'on a fait aujourd'hui après 5 ans ou 6 ans. Tu avais le temps de construire, ils avaient le temps, tu sais, c'est des boîtes qui existaient, Wix, ça a 15 ans aujourd'hui. Le rythme a changé. Aujourd'hui, tu rentres sur le marché, tu as 2 ans pour faire tes preuves, et puis après, tu es obligé de sprinter tout le temps. Tu n'as plus le temps de construire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la Corona a beaucoup profité au marché de l'high-tech en Israël. Parce qu'évidemment, les valeurs technologiques ont pris beaucoup de valeur. Donc, les investisseurs ont commencé à investir massivement dans les startups. Donc, je pense que si tu regardes le marché de façon globale, tu vas voir qu'il y a eu beaucoup plus d'investissements dans les startups cette année que les années précédentes. Au-delà de ça, c'est vrai que ce que nous, on a fait, c'est assez rare. Parce que ça s'est passé en un laps de temps très court et au final, tu ne reçois pas d'investissement si tu n'as pas de revenus. Et pour créer un produit, généralement, il faut 1 ou 2 ans. Après, tu commences à rentrer sur le marché. Et donc, créer un produit, commencer à le vendre et arriver au bout de l'année avec déjà une seconde levée de fonds, c'est quelque chose d'assez incroyable. La raison pour laquelle ça a marché, c'est le PDG de la boîte, Yoav, a un réseau immense. Il connaît tout le monde dans la high-tech en Israël. L'un de ses meilleurs amis, c'est Shaul Olmert, qui est le neveu de Ehud Olmert, je crois, si je ne dis pas de conneries, et qui a lui-même créé des très grosses boîtes de high-tech, Playbuzz, si vous connaissez, etc. Et donc, vraiment, ils ont une espèce, tu sais, c'est un groupe d'investisseurs, pas d'investisseurs, de yazamim, d'entrepreneurs qui se connaissent très bien les uns les autres et qui ont tous eu des équipes et qui connaissent vraiment, tu sais, c'est un réseau, tout le monde se connaît. Tu sais exactement quand Danny, le chef de la technologie, qui a eu l'idée de créer la boîte, en tout cas qui a partagé l'idée avec Yoav, il savait exactement qui était Yoav. Tu fais tes devoirs, tu sais exactement qui est la personne avec qui tu as commencé à travailler. Tu ne fais pas ça à l'aveugle. Quand Yoav m'a embauché, il a appelé Abishai Avrahami, le PDG de Wix, pour lui demander est-ce qu'il me connaissait, qu'est-ce que j'avais fait dans ma vie. Je veux dire, c'est à ce niveau-là où tu sais exactement tu mesurais les talents, et puis à part ça, il y avait une idée de génie derrière le produit absolument génial. On en revient au fait qu'Israël est un petit pays et que tout se passe souvent comme dans une cellule familiale, quoi. Exactement. C'est-à-dire que les circuits sont courts. Ça veut dire,
Moi, voilà, là, j'ai fait ma pub, ça a bien marché. J'ai été dans un podcast qui s'appelle Sarod by High-Tech, qui est le podcast le meilleur podcast de high-tech israélien. Donc maintenant, je connais les deux personnes qui connaissent tout le réseau, plus le PDG, plus etc. Et puis après, tu sais, c'est une toile d'araignée. Tu connais les personnes clés. C'est beaucoup plus dur d'arriver du bas vers le haut, mais une fois que tu es en haut, tu connais les réseaux et après, ça circule. Et alors, moi, l'autre chose qui me passionne, je t'ai posé. Donc, en fait, je crois que l'énorme majorité des startups en Israël, évidemment, attaquent directement le marché américain. Et, j'ai l'impression que l'Europe, ils s'en foutent un peu, mais c'est direct le marché américain. Mais pourtant, elle reste en Israël. On en a discuté encore avant-hier. Je t'ai demandé, est-ce que Yoav, donc ton patron, allait souvent aux États-Unis parce qu'aujourd'hui, 100% de vos clients sont aux États-Unis. Et tu m'as dit non, non, il reste là. Euh, et, et je trouve ça parce que avant, en gros, Israël créait des startups qui se faisaient racheter par des gros Américains. Ensuite, on s'est dit, OK, ils vont arriver à garder le marché sans se faire racheter. Mais donc, moi, j'étais persuadé que si tes clients, ils sont aux States, eh ben, tu vas prendre tes bureaux à New York et tu t'installes là-bas. Et non, les entrepreneurs israéliens décident de garder leur bureau Dans, à dans- Tel dans Aviv. notre cas, c'est un peu spécial et c'est assez intéressant dans le sens où, premièrement, en Israël, il y a des talents. Donc, tu sais vraiment à qui Aux States aussi. Oui, mais ça veut dire tu les recrutes, tu peux pas avoir autant d'informations et recruter aussi facilement. En revanche, l'équipe des ventes est entièrement aux États-Unis. L'équipe des ventes sont uniquement aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rencontrer des clients, etc., et développer des réseaux. L'équipe technologique, c'est-à-dire ceux qui font la recherche et développement, ils sont à travers le monde. Tu en as un au Mexique, un au Brésil, un en Europe, un en Israël, parce que eux, ça veut dire chacun va chercher, si tu veux, enfin, je veux dire, évidemment, il y a un côté où tu veux que la boîte reste en Israël quand tu es un Israélien, ça, c'est pas discutable. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un aspect stratégique. Pour le chef de la technologie, avoir ses employés à côté, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est qui est le plus doué et où il va le trouver. Et s'il le trouve au Pérou, il va travailler avec lui à distance au Pérou. Parce que c'est de la technologie et que ce qu'ils font, c'est du code et que tu n'as pas besoin de contact. Dans mon cas, moi, qui est le marketing, j'ai besoin d'avoir mon équipe à proximité. Quand il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse d'employer des gens à distance, j'ai dit non. Je veux travailler, je veux communiquer. Le marketing, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup d'échanges d'idées. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que moi, je veux rester en Israël à tout prix. Évidemment, et les ventes, de façon naturelle et tout à fait logique, ils sont situés aux États-Unis parce qu'ils doivent parler en anglais avec des clients et ils préfèrent. Et quand tu as des gros contrats à boucler, tu vas aller au restaurant avec le client et puis un peu le caresser dans le sens du poil, Ok, etc. mais donc les sièges restent, voilà, parce que le siège de Wix, il est toujours. Le siège de Wix est toujours en Israël. Les boîtes israéliennes, les entrepreneurs israéliens, il y a une espèce aussi de solidarité. Je pense que c'est mal vu, tu sais, d'aller prendre ta startup parce que tout le monde le fait ici, tout le monde se démerde et aucune raison de faire autrement. Donc, je pense qu'il y a du sionisme et de la solidarité. Il y a aussi un confort. Pas tout le monde a envie de quitter sa maison, de quitter ses parents. C'est des jeunes. Il a 32 ans. Je veux dire, moi, j'ai 37 ans. Je veux dire, moi, j'ai 37 ans. Je suis un des plus vieux de l'entreprise. Donc, donc, faut, Ok. je pense qu'il y a quelque chose de rester à la maison, quoi. Il y a quelque chose dont on veut conserver notre niveau de vie et notre qualité de vie. J'ai une question un peu, je sais pas, qui m'est venue
en tête. Du coup, c'est des startups qui deviennent ensuite des grosses boîtes qui travaillent à travers le monde. Je sais que vous avez déjà un bureau à Londres, un bureau aux États-Unis. Euh, donc, il y a sûrement des équipes qui viennent, qui partent. Euh, il y a il y a des gens qui viennent bosser en Israël au siège, mais pour le siège sans pour autant qu'ils soient juifs ou qui viennent pour les affaires, comme on peut être muté dans un autre pays. Ça arrive souvent, mais la plupart du temps, si tu veux, comme que soit Wix ou OneNote aujourd'hui, si tu veux, le siège à Tel Aviv, c'est le cœur de l'entreprise. Et quand tu es à l'entrejeu, peu importe la taille de ton équipe, tu sens que le cœur, il est là et les gens ont envie de venir, de rencontrer. Donc, la plupart du temps, on va les faire venir pour 2 semaines, 3 semaines, histoire qu'ils puissent partager du temps avec l'équipe. On va les amener, on va sortir avec eux, aller boire un verre après le travail, leur montrer un peu la ville. Donc, c'est surtout, je pense qu'ils sont un peu naturellement attirés vers nous, mais ils ne vont pas venir travailler, ils ne vont pas faire une relocation à Tel Aviv, si c'est ça ta question. C'est moins courant, sauf à Wix, ça arrivait souvent parce que c'était des gens qui se mariaient avec, avec voilà. Ok, donc ils viennent Pour pour des 2 raisons, semaines et ils se marient. voilà, ils rencontrent une personne et puis ils commencent à… Bon, tu sais comment c'est. Mais juste par amour pour Israël, les gens ne tombent pas amoureux d'Israël à cause d'un travail. Ok. J'aimerais revenir rapidement sur, tu sais, on a parlé des clichés. Alors, on a parlé des clichés de français. Au début, on essayait de te ramener rapidement à ton étiquette de français qui aurait deux appartements, qui parlerait moitié hébreu, moitié français, etc. J'ai envie de partager pardon, euh, un autre moment de l'émission et avoir ton ressenti là-dessus. Alors, je ne sais pas si tu l'as revu ce moment-là. Hop, 2 secondes. Hop, je partage. Non, c'est pas ça que je voulais partager, pardon. Partage, hop. Voilà. תקשיב, הולך לה בשדה תעופה. בדוק נפלא, הופה! Donc là, tu ne trouvais plus de ta bague, tu la שמשחק, retrouves. זהו, מזיז את הכל. צריך לשים שרשרת או משהו. כן, כי אתה לא נראה מספיק הרס ככה. J'ai bien aimé ta tête. D'ailleurs, j'aimerais m'arrêter sur cette tête-là. En gros, je traduis pour les personnes qui parlent pas encore hébreu ou qui ont mal entendu. Je sais pas, tu dis que tu vas mettre la bague sur un collier pour éviter de la perdre. Et Nitsan te dit tu ressembles déjà assez à une racaille, en gros. C'est On voit, c'est on une voit que tu l'as mal pris. Ouais, j'aimerais. Alors moi, je sais, hein, je sais que c'est quelque chose qui t'a un peu vexé. Euh, et j'aimerais t'entendre Tu, sur tu ce genre de connais, cliché. tu connais ma phrase préférée. Nitsan, c'était le 2e jour, 3e jour. Le 2e jour, on s'était rencontrés la veille. Elle était stressée au possible. Elle commençait à peine à sourire. Et tu sais, un homme, ça s'empêche. Le fait que j'ai perdu qu'elle m'ait dit une ânerie, tu peux réagir sur le moment et faire une crise, ou tu peux comprendre qu'elle essaye de casser la glace et qu'elle essaye d'être marrante et qu'elle a pas bien réussi, et passer à autre chose et continuer d'essayer de construire une communication positive et de permettre à chacun de garder le sourire et de lui permettre de s'épanouir. Parce que la Nitsan qui m'a connu au début et la Nitsan de quelques jours après était complètement différente, et sans autre
parce qu'il n'y avait pas de jugement, il y avait de la patience, il y a une certaine, tu sais, j'ai compris. Non, Elle a mais essayé de me moi, faire c'est pas Nitzan, hein. Nitzan, c'est Nitzan, c'est pas la personne. J'aimerais plutôt parler du cliché. ça, c'est le cliché des Français avec un col V. C'est pas. La phrase en elle-même était ridicule. La question, c'est comment moi qui la connais très bien, je sais qu'elle avait aucune intention de dire quelque chose de méchant. Je sais qu'il y avait rien. Elle a essayé de me faire rire parce que moi, je suis quelqu'un de marrant et que je faisais des blagues tout le temps. Et de temps en temps, elle a essayé un peu elle aussi. Et c'est une fille qui a un très bon un sens de l'humour génial. Sur ce coup-là, elle a foiré. Ok, Mais donc plutôt que pour mettre les pieds dans le plat, les clichés euh, Ashkénaze, séfarade, marocain, machin, on n'était pas dedans en fait là. Non. Si, je pense qu'il y a un cliché, mais je suis français, je suis marocain, j'ai un t-shirt avec un col V comme ça, rose, aux Seychelles, et je lui dis, je vais mettre une bague et je ne l'ai pas volée. Il y a un moment où il faut regarder les choses un petit peu avec distance. C'est vrai que sur le moment, tu vois tout de suite que je suis mal à l'aise, mais je retourne ma tête et je me remets à sourire, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je ne vais pas faire de blagues sur les Ashkénazes parce qu'elle est blanche de peau. Je veux dire, c'est pas. Tu dois élever le débat à un moment, quoi. Bravo. Il y a un dernier passage. Alors là, je vais parler de l'hébreu. Déjà parce que tu sais que c'est quelque chose qui est vachement important pour moi, pour l'OSM aussi. J'en profite pour rappeler que l'Organisation sioniste mondiale organise des ulpanim, donc des classes d'hébreu partout à travers la France, en Belgique, et que moi, je suis aussi directeur d'un ulpan qui travaille avec eux. La transmission de l'hébreu, c'est quelque chose de vachement important pour moi. Toi, je sais que aujourd'hui, tu parles hyper bien hébreu. Tu étais arrivé en Israël déjà avec quelque chose. Et il y a un passage que j'ai trouvé extraordinaire dans l'émission, un passage qui m'a pratiquement rendu jaloux. Euh, pardon. Euh, je galère un peu. Prends ton temps. Merci. Parce que j'étais un peu stressé, Manu. Voilà, donc là, je vais partager. Enfin, pour, pour un prof d'hébreu, pour quelqu'un qui aime la transmission de l'hébreu, j'ai trouvé que tu as passé un moment incroyable et c'était ce moment-là. רוצה לשמוע את השיר האהוב עליי ביקום? כן. זה השיר שדרכו התחלתי לאהוב עברית. En gros, tu dis que tu veux lui faire écouter la chanson à travers laquelle tu as découvert ton amour de l'hébreu. Je vais avoir beaucoup de mal à couper Arik Einstein. Mais je vais le couper. C'est le premier CD que j'ai acheté en Israël, le best-of d'Arik Einstein, et je l'ai acheté à cause de cette chanson-là, spécifiquement parce Alors, que. c'est ça qui m'intéresse, c'est que là, on ne parle pas de parler hébreu ou de pas le parler ou de l'apprendre. On parle de un petit mec de 18 ans qui vient voilà, qui a passé le bac. Je sais que tu aimes la littérature, tu aimes le français. Tu viens de nous citer Un homme, ça s'empêche de Camus, si je ne me trompe pas. Tu arrives en Israël par sionisme, par envie de voir autre chose, mais tu connais rien à la littérature, à la musique, à l'art, à tout ça. Et tu découvres Arik Einstein, donc je peux même pas le comprendre. Enfin, c'est un grand chanteur israélien
achètes le CD et là, tu commences à découvrir une nouvelle culture. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que tu dis, c'est à partir de cette chanson-là que je suis tombé amoureux de l'hébreu. Donc, on peut parler une langue et l'aimer ensuite. J'aimerais t'entendre là-dessus. Bon, premièrement, c'est une chanson que même sans comprendre l'hébreu, tu tombes amoureux de la chanson. C'est-à-dire la mélodie est tellement jolie, les voix, les mélanges des voix sont tellement... tu sais, c'est du miel. Mais le point plus intéressant, je pense, c'est que je suis venu, j'avais un hébreu tanachique. Je lisais la Torah, je connaissais cette sorte d'hébreu. Je suis arrivé en Israël, j'ai appris l'hébreu parlé et les insultes à l'armée et au kibbutz. Et puis là, j'entends un hébreu que je ne connaissais pas. Atour, Mitzrer, Zahav, Shachor, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, c'est-à-dire, je connaissais la chanson par cœur et je ne connaissais pas la moitié des mots. Et là, si tu veux, tu as un peu exposé une espèce de poésie. Tu découvres, ça a vraiment un aspect poétique et un vocabulaire que je ne connaissais pas. Ce n'est pas Docteur Tatiloti Animeoav, ce n'est pas Eyal Golan qui ont tout le respect que je leur dois. C'est beau, c'est bien écrit, je ne sais pas, c'est un peu envoûtant. Tu sais, c'est une chanson que j'ai dû écouter, je ne sais pas moi, 40 fois d'affilée, la première fois que je l'ai écoutée. Oui, c'est découvrir une autre facette de la langue et de la façon la plus belle qui soit, c'est-à-dire en musique. Il y a eu d'autres œuvres comme ça, que ce soit littéraire, musical, un film peut-être. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'avoir découvert l'humour israélien avec toi. C'est très spécial, hein. J'ai le souvenir avec des copains de l'armée ils nous apportaient des cassettes à l'époque. De Hamichia Kamerit. De Hamichia Kamerit. Et nous, on ne connaissait pas ça. Et donc, c'était très intéressant de découvrir la culture de l'autre et de commencer à se l'approprier. Donc, ouais, s'il y a d'autres exemples. D'un point de vue du cinéma, Eharat Shulaim de Yosef Sidar, c'est le réalisateur de Beaufort. D'après moi, c'est une masterpiece. C'est vraiment un film génial. C'est sur un père et son fils qui sont les deux profs de Talmud. C'est avec Lior Ashkenazi, un cast, Shlomo Baraba, un cast terrible. Et donc, c'est une espèce et le fils est super doué, il parle très bien devant les cas, devant les gens, etc. Et le père, c'est juste un rat de bibliothèque qui a consacré sa vie à un projet qui a foiré. Et les deux, c'est des génies. Mais c'est une histoire de jalousie entre un père et son fils, enrobé de Talmud, et puis très, très bien aussi. Pareil, la langue dans la manière dont ils s'expriment, parce que c'est des professeurs d'université, c'est juste fantastique. Ça, c'est ça en termes de films. Et puis en termes de livres, récemment, Sheva Imaot de Yochi Brandes. Vraiment un mindfuck, excusez-moi l'expression, quoi. Mon cerveau, c'est une bonne femme qui décrit les histoires du Tanakh d'un point de vue, sous une perspective des femmes, et elle le fait avec beaucoup, beaucoup de créativité et d'intelligence. Et moi, vraiment, ça m'a complètement, j'étais vraiment ébloui par l'intelligence et la liberté de penser d'une femme qui vient d'un milieu orthodoxe et de son point de vue sur les personnages bibliques. Manu, c'était passionnant, comme à chaque fois. Moi, j'aimerais, Yasmine, avec ton accord, je sais plus s'il y a des questions, qu'on élargisse un peu la discussion. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, je vous ouvre le micro, ou bien par le chat. Non. Pas de questions. Je ne vois pas. Il n'y a pas de questions, ça veut dire que j'ai été clair. Top, très bien.
Ah si, attends, il y a des questions. Non, ah non, il y a des pouces. Il y a des pouces. Je vais vous dire, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de questions parce que j'ai l'anniversaire de ma mère sur Zoom dans 2 minutes. Ah, Elle a 60. Quel âge elle est née en 45? 76 ans. tu nous envoies le lien sur le chat, on va faire coucou. Non, mais ce serait bien que je ne sois pas en retard pour l'anniversaire de ma mère. Euh, Et, Passe-lui bien le bonjour en tout cas, souhaite-lui joyeux anniversaire. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté, Manu. J'aime Merci tellement parler de beaucoup. moi. Non, merci beaucoup, c'était Merci passionnant. beaucoup. Vraiment. Ravi que ça vous ait plu. Et puis, on se tient au courant, tout le monde. Hein. Ok. Top. Ciao Yasmine, ciao Yossi, ciao tout le monde. Bye Salut. bye, merci. Shabbat Bonsoir. shalom. Shabbat Bye. shalom.